Bonjour à tous, nous voici pour une vidéo de correction du questionnaire que je vous avais donné à faire. Quand vous arrivez sur la page de présentation sur Pronote, vous voyez d'abord à lire attentivement ici plusieurs informations, notamment le fait que ce devoir est comptabilisé dans la moyenne et est noté sur 10. Vous avez une durée illimitée pour répondre à chacune des questions, donc vous avez accès à votre livre, à votre cahier, à votre calculatrice. Vous pouvez avoir un retour aux questions précédentes. Ceci dit, il est impératif de cliquer sur le bouton valider pour enregistrer les réponses, sinon vous me rendez un questionnaire vide. Et enfin, vous n'avez pas de corrigé, évidemment, pour éviter d'avoir des corrigés qui tournent entre les élèves. Je commence à répondre. Veuillez patienter. Alors, première question, la chute et l'éjection. Dans un prochain film d'action, une cascade périlleuse est prévue. Une voiture doit plonger dans un canyon et le héros de l'histoire est éjecté grâce à un siège éjectable qui le propulse vers le haut. Voir image ci-dessous. Allons voir cette image. On voit effectivement ici une voiture qui tombe dans le canyon. Vous avez la vitesse chute qui est indiquée, qui est vers le bas, et puis vous avez l'homme qui va être éjecté à la vitesse V-siège vers le haut. On considère que toutes les vitesses ont une direction verticale et sont toutes exprimées en mètres par seconde. À chaque question, indiquez la valeur de la vitesse et le sens de la vitesse en inscrivant haut, bas ou aucun. Sur la photographie qui a été prise, on a une vitesse de chute qui vaut 15 mètres par seconde et une valeur de la vitesse du siège qui vaut 9 mètres par seconde. Alors, première question, pour la voiture, quelle est la vitesse de la voiture? Ça, c'était une question assez simple. On a vu que la vitesse d'un objet pour lui-même, eh bien, c'est toujours 0. Hein. Il ne bouge pas par rapport à lui-même. La voiture ne bouge pas par rapport à elle-même, elle reste là où elle est. Donc ici, la valeur c'est 0 et le sens c'est aucun. Ensuite, allons voir la question 4. Alors pourquoi la question 4 ? Parce qu'ici, on vous demande de vous mettre à la place de la falaise, c'est-à-dire, imaginons un observateur qui se trouve sur la falaise. Pour cet observateur sur la falaise, quelle est la vitesse de l'individu sur le siège éjectable? Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, c'est le même point de vue que ce que nous avons en regardant la photographie. Donc, c'est ce qu'il y a de plus simple. Nous, que voit-on? Eh bien, on voit la vitesse, la voiture qui chute vers le bas à une vitesse de 15 mètres par seconde, et l'homme qui est éjecté vers le haut à 9 mètres par seconde. Alors, s'il est éjecté vers le haut à 9 mètres par seconde, c'est-à-dire que ça ne suffit pas, ça ne compense pas la vitesse de chute, puisque ça chute à 15 mètres par seconde. Ça veut dire que, dans tous les cas, nous, on va voir l'homme qui va continuer à descendre. Il va continuer à chuter. Ceci dit, il va chuter moins vite que la voiture. Il va chuter de combien? Quelle va être sa vitesse? Eh bien, ça va être la vitesse de la chute, 15, moins la vitesse du siège éjectable vers le haut. Donc, ça va être 15 moins 9, c'est-à-dire 6. Donc, nous allons le voir chuter moins vite que la voiture, mais ceci dit, quand même, à une vitesse de 6 mètres par seconde. Et donc, le sens, c'est vers le bas. Si on regarde la question 5, eh bien, c'est la question miroir. Cette fois-ci, il faut se mettre à la place de l'individu sur le siège éjectable, et lui, à quelle vitesse voit-il défiler la falaise? Eh bien, si nous le voyons défiler vers le bas à 6 mètres par seconde, eh bien, lui, il va nous voir remonter, défiler vers le haut à 6 mètres par seconde. Donc ici, la valeur, c'était 6, et le sens, c'était haut. Enfin, la question 2, on vous demande pour l'individu sur le siège, quelle est la vitesse de la voiture? Eh bien, lui, puisqu'il est éjecté vers le haut, il va voir la voiture s'éloigner de lui vers le bas à une vitesse de 9 mètres par seconde, c'est-à-dire à la vitesse du siège. Donc ici, c'était 9 mètres par seconde, et il voit la voiture descendre vers le bas. On valide, et on passe à la question suivante, qui était une question de cours. Donc là, il suffisait juste d'ouvrir votre cahier. Alors, indiquer la nature des 4 mouvements de la figure ci-dessous. Alors, mouvement numéro 1, on voit que c'est un mouvement rectiligne. On voit que la valeur de la vitesse diminue. Donc, si la valeur de la vitesse diminue, eh bien, c'est un mouvement rectiligne décéléré. Le mouvement numéro 2 est lui aussi un mouvement circulaire. On voit que la valeur de la vitesse est constante, et donc si la valeur de la vitesse est constante, il s'agit d'un mouvement circulaire uniforme. Le mouvement numéro 3, lui, suit une ligne. On voit que la valeur de la vitesse diminue, et donc si c'est sur une ligne, c'est rectiligne, et si la valeur de la vitesse diminue, c'est décéléré. Donc rectiligne, décéléré.
Et enfin, pour le mouvement numéro 4, eh bien lui aussi, il suit une ligne droite. On voit que la valeur de la vitesse augmente, et donc si la valeur de la vitesse augmente, il s'agit d'un mouvement rectiligne accéléré. Rectiligne accéléré. Je valide, et on passe à la question suivante. Un passant marche sur une plage lorsque le vent se lève et se met à souffler fort. Il est soumis à 4 forces. Il est soumis à son poids, à la réaction du sol, aux forces de frottement de ses pieds sur le sol et à la force du vent qui souffle. Quelle est la bonne représentation des forces qui s'exercent sur le passant? Et à la fin, vous pouviez cocher situation 1, 2, 3 ou 4. Alors regardons un petit peu ce qu'on nous propose. On voit d'abord que sur les 4 représentations, le poids et la force du vent est représenté toujours de la même manière. Alors qu'est-ce qui peut varier? Eh bien, si on regarde bien, on voit que la force de réaction, on nous propose 2 possibilités, soit une force de réaction qui est perpendiculaire au sol, soit une force de réaction ici qui suit en gros la courbure de l'homme qui se penche face au vent. Alors si vous connaissiez votre cours, vous saviez que la force de réaction du sol est toujours perpendiculaire au sol. Donc déjà ici on peut éliminer les numéros 3 et numéro 4, c'était soit la 1 soit la 2. Ensuite, entre la 1 et la 2, on nous propose soit une force de frottement qui tire vers l'arrière, ou une force de frottement qui tire vers l'avant. Alors, si la force de frottement tirait vers l'arrière, ça voudrait dire que notre individu serait poussé à la fois par le vent et glisserait sur le sol. Il glisserait vers l'arrière sur le sol, donc il ne pourrait pas tenir debout. En revanche, en fait, la force de frottement permet à l'individu de se maintenir, et donc, effectivement, elle le tire vers l'avant. Donc, c'était la situation numéro 2. Je coche, je valide, et je passe. Question numéro 4. Dans le roman de Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours, le héros Phileas Fogg réalise l'exploit pour l'époque de boucler un tour du monde en 80 jours. En supposant que Phileas Fogg se soit déplacé à une vitesse constante en suivant l'équateur, quelle serait sa vitesse en km/h? On rappelle que la circonférence d'un cercle de rayon R est égale à 2 pi r, le rayon de la Terre est d'environ 6371 km, on donnera la valeur de la vitesse au dixième près et on utilisera la virgule comme séparateur décimal. Alors je suis toujours surpris de voir que des élèves ne lisent pas les énoncés, puisque j'ai eu des réponses où on me donnait pas la vitesse au dixième près et qu'on n'utilisait pas la virgule comme séparateur décimal. C'est toujours assez surprenant de voir que des gens répondent à des questions sans savoir quelle est la question qui leur est posée. Alors ici, il fallait utiliser la formule qu'on a déjà vue de nombreuses fois, qui est que la vitesse moyenne est égale à la distance parcourue divisée par la durée nécessaire à la parcourir, donc on va appeler ça t. Il fallait faire attention aux unités. Ici, vous avez une distance pour la vitesse qui est en kilomètres, donc on va devoir déterminer une distance en kilomètres. Alors, calculons d'abord cette distance. La distance est égale au tour du monde, alors on passe par l'équateur, et donc ça correspond à la circonférence de la Terre au niveau de l'équateur. Alors on vous donne la formule, c'est 2 fois pi fois r, on va faire 2 fois pi, on va dire pi, on va l'approximer par 3,14, et le rayon c'est 6371 km. 6371 km. Eh bien ça, si vous faites le calcul, eh bien vous trouvez que c'est égal à, je vais le faire, alors en 2, 3,14, 6371, je multiplie, et j'obtiens à peu près 4, 10 puissance 4 km. Donc on est dans les bonnes unités, tout va bien. Regardons maintenant le temps nécessaire à parcourir cette distance. Alors le temps, on vous dit que c'est 80 jours, oui, mais nous on veut une durée en heures, puisque ce sont des kilomètres/heure. Donc on va pas prendre 80, il nous faut des heures. Alors combien y a-t-il d'heures en une journée? Eh bien il y en a 24. Donc le temps nécessaire, la durée nécessaire à parcourir cette distance, eh bien c'est 80 multiplié par 24. Et si vous faites ce calcul, eh bien vous trouvez que c'est égal à 1920 heures. Bon, et bien maintenant, il n'y a plus qu'à réaliser le calcul final, c'est-à-dire le calcul de la vitesse. Vous faites 4 10 puissance 4 divisé par 1920.
On trouve 20,8. On trouve que la vitesse est égale à 20,8 au dixième près, kilomètres par heure. Donc ici, il fallait mettre 20,8. Ok. Voilà, je valide et j'arrive à la dernière question. Alors ici, il s'agissait d'un petit calcul de poids. Alors on vous dit, sur la Lune, une caisse a failli écraser le professeur Tournesol, voire plus bas. Le poids de la caisse, mesuré sur la Lune, est de 320 newtons. La valeur de l'accélération de la pesanteur G sur la Lune est d'environ 1,6 newton par kilogramme. Répondre aux questions, on veillera à respecter les règles de l'orthographe. Quel appareil a permis de mesurer la valeur du poids de la caisse? Donc l'appareil, vous ouvrez votre cahier et vous pouvez répondre, à défaut de l'avoir appris. Il s'agit d'un dynamomètre. Quelle est la masse de la caisse? Alors, on se souvient, je vous ai dit, ça c'est une formule que vous devez connaître, que la valeur du poids est égale à la masse de l'objet multiplié par l'accélération de la pesanteur, on appelle G. G sur la Terre vaut à peu près 10, mais ici sur la Lune, on vous dit que ça vaut 1,6 newton. Donc si on a P est égal à mg, on en déduit que M est égal à P divisé par G. Alors en remplaçant, on fait l'application numérique. Eh bien, on trouve que la masse est égale au poids. Donc ici, on nous a dit 320 newtons divisé par 1,6. Et donc, ça nous donne une masse de 320 1,6 divisé de 200 kg. Donc, quelle est la masse de la caisse? Eh bien, la réponse est 200 kg. Quelle masse aurait cette même caisse sur la Terre? Alors là, j'ai vu un petit peu tout et n'importe quoi. Donc la masse d'un objet, c'est la quantité de matière. Cette quantité de matière, elle n'a aucune raison de varier. C'est toujours la même. Donc en fait, la masse reste la même sur la Terre. On aurait aussi une masse de 200 kg. Alors ceci dit, si la question avait été quel serait le poids de cette caisse sur la Terre, eh bien on aurait appliqué P est égal à mg, mais cette fois-ci en prenant le G de la Terre, qui vaut à peu près 10 newtons par kilogramme. Et donc, eh bien, on aurait trouvé P est égal à 200 fois 10, c'est-à-dire 2000. Alors, je ne sais pas, il y en a qui m'ont trouvé des 1200, des 1800, des 3200, je ne sais pas d'où ça vient. Dans tous les cas, voilà, la bonne réponse était 200 kg, et même si on vous avait demandé quel était le poids de cette caisse sur la Terre, eh bien, ça aurait été de 2000 newtons. Voilà, la correction est terminée, je vous souhaite une bonne journée.